Je souhaite tout d'abord remercier Alexandre Farnoux et l'École française d'Athènes de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter l'exposition qui s'est tenue au Louvre sur la Macédoine antique, et une exposition qui a véritablement été le fruit d'une étroite collaboration entre la Grèce et la France. Vous avez à l'écran les bannières de l'exposition. C'est le 19 juillet 2011 que le musée du Louvre a déployé sur sa façade, rue de Rivoli, les deux bannières annonçant l'exposition de la rentrée au royaume d'Alexandre le Grand, la Macédoine antique. Cette exposition, ouverte au public le 13 octobre, a été présentée jusqu'au 16 janvier 2012 dans le hall Napoléon, à proximité de la pyramide, le plus grand des espaces d'exposition temporaire du musée. Il a fallu un peu plus de 7 années pour mener à bien ce projet conçu dès 2003 et qui n'aurait pu aboutir sans l'accueil favorable immédiat et la générosité scientifique de nos collègues grecs, directeurs de musées et d'éphories de Grèce du Nord, archéologues et universitaires. Cette exposition à commissariat mixte, à la fois grec et français, a été construite grâce à cette étroite collaboration dont j'ai parlé, qui a permis d'en définir le déroulement, les thèmes abordés et le choix des œuvres présentées. En 2003, cependant, rien n'était assuré, car il fallait convaincre en premier lieu la direction du musée du Louvre de l'importance et du potentiel d'un tel sujet. Il apparaissait clairement que pour un public élargi, et même pour des spécialistes d'autres domaines de l'histoire de l'art, la Macédoine antique était alors très peu connue, et encore moins les découvertes archéologiques exceptionnelles des dernières décennies. Le lien entre Macédoine antique et Grèce du Nord était loin d'être immédiat. Cependant, le grand public connaissait Alexandre le Grand et savait qu'il était grec. Cela explique le choix du titre de l'exposition qui s'est imposé très vite en associant le nom du conquérant à la notion de Macédoine antique. Il était clair que l'exposition allait présenter des œuvres de Grèce. Il a fallu d'abord démontrer pourquoi une telle exposition était légitime au Louvre. Il s'agissait de rappeler l'importance en nombre et en qualité des œuvres macédoniennes conservées par le musée. Nombreuses étaient celles qui étaient peu connues, voire totalement méconnues, et qui se trouvaient en réserve. L'exposition a permis ainsi d'en faire une recension complète. Toutes les œuvres ont été restaurées et présentées, à l'exception de quelques inscriptions trop peu lisibles. Elles ont compté pour un tiers des œuvres exposées, les autres étant venues de Grèce du Nord. La raison de leur présence au Louvre repose sur le rôle essentiel joué par les Français au XIXe et au début du XXe siècle dans la découverte archéologique de la Macédoine antique. Rappelons que Léon Heuzet, jeune membre de l'École française d'Athènes, et l'architecte Honoré Daumet peuvent être considérés comme les pionniers de l'archéologie macédonienne. On sait que les contacts de Léon Heuzet avec des autochtones lui avaient permis de repérer dès 1855 des vestiges sur plusieurs sites alors ignorés, notamment la présence d'une construction sous tumulus à Korinos, près de Pydna, ou à Palatitsa, les ruines d'une cité inconnue, en fait celle d'Égée. Si la mission de Léon Heuzet en 1861, sous l'égide de Napoléon III, fut principalement une mission de topographie historique, ses fouilles, avec Daumet, à Philippe, Korinos et Palatitsa, expliquent la présence au Louvre de sculptures, comme la statue d'une figure féminine assise du théâtre de Philippe, de vestiges de 2 tombes de type macédonien, ou encore d'éléments architecturaux du palais des Théménides à Égée. Vous en avez quelques-uns à l'écran. La première étape dans la genèse de l'exposition a été l'organisation de ce colloque dont a parlé Alexandre Farnoux en 2004 sur la peinture et la couleur dans le monde grec antique, colloque dont les actes ont été publiés en 2007.
Certaines des découvertes essentielles de la grande peinture antique ont ainsi été présentées à l'auditorium du Louvre par Caterina Romiopoulou, Chrysoula Saatsoglu Paliadeli, Angeliki Kotaridis et Maria Tsimbidou Avloniti. Ce colloque fut une véritable révélation pour nombre de mes collègues modernistes et particulièrement pour Henri Loirette, le président-directeur du Louvre, ancien directeur du musée d'Orsay, spécialiste de Degas, qui souhaita dès lors connaître la Grèce du Nord. Son voyage de 3 jours en décembre 2005 de Dion à Amphipolis, en passant par Vergina, Pella, Thessalonique et Stagir, lui permit de découvrir sites et musées et de rencontrer plusieurs responsables scientifiques, tels le professeur Démétrios Pandermalis, Polixénie Adam Veleni, ici présente, Angeliki Kotaridis et Katerina Peristeri. Ce voyage fut décisif. L'exposition trouva alors définitivement sa place dans le calendrier très dense des expositions temporaires du musée du Louvre, tous les services concernés entrant progressivement en lice. La direction des expositions, la direction des travaux muséographiques avec les ateliers et la signalétique, la direction des éditions, celle du mécénat, de la production audiovisuelle, de la communication ou de la promotion. Du côté grec, c'est en décembre 2006 que 3 commissaires, Polixénie Adam Veleni, Maria Lilimbaki Akamati et Liliane Achilara, furent nommés par le ministère de la Culture et du Tourisme. Il leur fut demandé d'agir en première ligne et d'être le lien entre le Louvre, les autres directeurs d'éphories et de musées de Grèce du Nord et les universitaires grecs. Durant les dernières années de préparation de l'exposition, nous avons été sensibles à l'écoute et à l'aide du consul général de France à Thessalonique, Christian Timonier. Nous avons choisi de présenter l'histoire de la Macédoine antique du XVe siècle avant notre ère jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ, en 9 sections, chronologiques ou thématiques, mêlant des œuvres conservées au Louvre et celles venues de Grèce du Nord. Certaines de ces œuvres n'avaient pas encore été mises au jour aux premières étapes d'élaboration du projet. La première section avait pour thème la découverte archéologique de la Macédoine antique. Nous l'avions conçue dans le but d'évoquer à la fois l'histoire des fouilles grecques et des grandes découvertes des XXe et XXIe siècles et la présence française en Grèce du Nord et de la présence française en Grèce du Nord au XIXe siècle et au début du XXe siècle. La liste des œuvres susceptibles d'être prêtées par la Grèce était arrêtée depuis décembre 2009 lorsque nous avons appris, à la fin du mois de janvier 2010, que Chrysoula Saatsoglu Paliadeli proposait d'ajouter au prêt la couronne de feuilles et de glands de chêne en or trouvés par elle et son équipe dans le sanctuaire d'Efklia en août 2008. L'œuvre était alors en cours d'étude et de restauration. Jamais nous n'aurions osé en demander le prêt. Sa présence dans l'exposition nous a conduit à repenser entièrement la première section. Cette couronne, témoignage de la virtuosité des orfèvres grecs de la seconde moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ, s'imposait pour accueillir les visiteurs. Elle pouvait illustrer à elle seule l'importance des découvertes archéologiques menées par des équipes grecques en Macédoine. Elle nous permettait d'insister aussi sur le caractère contemporain de ces découvertes. Elle a donc été présentée dans une vitrine isolée que vous voyez à l'écran, associée à un grand panneau mural évoquant, par une chronologie inversée, 10 grandes découvertes grecques entre 2008 et 1954. Vous pouvez voir, je crois, en 2003, la mise au jour du sanctuaire de Zeus Ipsistos à Dion par le professeur Pandermalis. En 1994, la découverte de la tombe d'Aios Athanasios par Maria Tsimbidou Avloniti. En 1987, celle de la tombe d'Eurydice, jusqu'à la fouille de la tombe du jugement à Miesa Lefkadia en 1954. Ces dates, nos dates, même pour les plus jeunes des visiteurs, avaient pour but de souligner le caractère particulièrement récent de découvertes majeures dont les médias s'étaient très peu fait l'écho en France jusqu'alors. La générosité grecque envers la France s'est manifestée également d'une autre manière.
La lettre que le ministre de la Culture et du Tourisme de la République hellénique a adressée au directeur des Éphories de Grèce du Nord et du musée archéologique de Thessalonique dès novembre 2010 pour confirmer le principe du prêt consenti au Louvre de 668 œuvres a précédé la demande officielle d'Henri Loiret, cas unique dans l'histoire des expositions du musée du Louvre. Nous avons pu travailler ainsi de bout en bout dans un climat de confiance exceptionnel et sans cesse renouvelé. Parallèlement, les contacts du service du mécénat du Louvre ont permis à l'exposition de bénéficier du soutien de plusieurs mécènes grecs auxquels nous sommes très redevables. La Fondation Stavros Niarchos, la Fondation Kostopoulos, la Fondation du Monde hellénique et Château Margaux. Nous avons prolongé le principe de la chronologie inversée pour évoquer à l'arrière de la vitrine contenant la couronne l'implication des Français dans la découverte archéologique de la Macédoine au XIXe siècle. En 1861, vous voyez à droite la mission scientifique d'Euzet et Domey. Avant le milieu du XIXe siècle, des découvertes aléatoires liées en grande partie à la présence consulaire en Grèce du Nord, jusqu'à la première acquisition par le musée du Louvre, celle du relief dit d'Akanthos en 1817, que vous voyez complètement à gauche. Pour évoquer la mission d'Euzet et Domey, nous avions rassemblé tous les éléments de l'une des principales fouilles effectuées par eux en 1861. L'exploration d'un tumulus à Korinos, près de Pydna, avait permis aux deux hommes de dégager une sépulture voûtée, à façade, dotée d'un long dromos, d'un vestibule, d'une antichambre et d'une chambre funéraire, l'une des premières tombes de type macédonien mises au jour. Tombe du dernier quart du IVe siècle ou du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ils avaient rapporté au Louvre le ventail droit de la porte de la chambre funéraire, l'applique de bronze à tête de lion qui décorait la porte extérieure du tombeau, les deux plaques de marbre qui composaient la face du plus grand des deux lits en équerre de la chambre funéraire, transposition dans la pierre d'un lit chryséléphantin, avec le chien molosse couché sous la traverse horizontale. Outre les restaurations effectuées sur les différents éléments du tombeau, des analyses conduites sur les marbres ont révélé que le ventail de la porte était en marbre eubéen de Charistos et la façade du lit en marbre pentélique. Il a été possible aussi de retrouver dans les réserves du musée du Louvre les fragments d'enduit peint ramassés lors des fouilles. Ici, un fragment de l'enduit représentant un décor de faux marbre de l'une des parois du dromos. Une autre vue du podium pour aborder la mission Minoïde Minas 1841-1843 avec ce sarcophage à Clinée produit vers 180 par un atelier attique et importé en Macédoine qui avait été repéré en 1837 à Thessalonique dans un caravansérail du quartier de Kalamaria à une centaine de mètres de la porte du même nom. C'est alors que la cuve décorée d'une amazonomachie avait été dégagée en 1842 que le sarcophage fut acquis pour la France par le philologue Minoïde Minas. Ce sarcophage illustre l'implication du Louvre. De même que la direction a dégagé les fonds nécessaires pour restaurer durant près de 3 années toutes les œuvres de Macédoine conservées par le musée, elle a accepté de toutes les rassembler ensuite dans l'exposition. Le transfert du sarcophage de près de 7 tonnes a duré 3 jours. Les consuls en poste à Thessalonique identifiaient, au gré de leur mission, différentes œuvres antiques remployées dans des constructions modernes. Despréaux de Saint-Sauveur, consul entre 1831 et 1833, a ainsi acquis pour le compte du roi Louis-Philippe plusieurs sculptures, dont ce portrait colossal de Caracalla en marbre de Thasos, qui appartenait vraisemblablement à une statue acrolithe de près de 8 mètres de hauteur. Despréaux de Saint-Sauveur a heureusement accompagné le don fait à Louis-Philippe d'une lettre précisant les conditions de ses acquisitions et ce qu'il avait appris sur les œuvres. Nous savons ainsi que ce portrait de Caracalla décorait le sommet d'une fontaine située dans la cour de l'église de Drama et qu'il avait été trouvé une centaine d'années plus tôt dans les ruines de la ville de Philippe.
Pour remercier des préaux d'avoir sauvé de l'esclavage plusieurs orthodoxes, le clergé de Drama avait accepté, moyennant une somme complémentaire, de lui céder ce portrait. Une large place a enfin été accordée dans cette première section à l'évocation du service archéologique de l'armée d'Orient, fondé officiellement en mai 1916 par le général Maurice Sarrail. Ce service, aidé par les services photographiques et topographiques de l'armée, eut pour mission de conduire des fouilles scientifiques en divers lieux, nécropoles mises au jour fortuitement par les troupes basées autour de Thessalonique au cours de terrassements militaires et du creusement de tranchées, ou tombes néolithiques. Les principaux collaborateurs du service furent d'anciens membres de l'école française d'Athènes, des architectes, un archiviste paléographe, tous alors sous les drapeaux. Il fut décidé de répartir le matériel funéraire mis au jour entre Paris et Thessalonique. Plusieurs caisses d'objets, vases, éléments de parure en or et en bronze, figurines et reliefs en terre cuite, monnaies, arrivèrent au musée du Louvre, convoyés par Gustave Mendel et Léon Ray en 1917 et en 1919. Les objets demeuraient à Thessalonique dans la maison de fouilles dite Saint-Georges, parce que située dans la cour de la Rotonde, constituèrent le noyau des collections de l'actuel musée archéologique. Grâce à des archives conservées à l'École française d'Athènes, au musée du Louvre, à la bibliothèque de l'Institut de France à Paris, notamment les aquarelles que vous voyez dans la vitrine, en main privée également, dans divers ensembles photographiques issus des fonds militaires et du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, nous avons pu repérer dans nos réserves respectives plusieurs œuvres qui avaient perdu toute identité et avons pu recomposer progressivement le mobilier funéraire mis au jour par l'armée. Voici l'exemple du mobilier funéraire de la tombe 3 de Karabournaki. À gauche, le casque de type illyrien, le cratère à colonnettes attique, l'anneau funéraire en or conservé au musée du Louvre. À droite, la lampe à 2 becs et le fruit, pomme ou coin en terre cuite conservé au musée archéologique de Thessalonique. Voici le cratère à colonnettes de la tombe 34 de Karabournaki. Cette tombe était inédite puisque seules les 26 premières tombes sur les 82 explorées par le service avaient été publiées après la guerre par Léon Ray. Le cratère a pu être identifié dans les réserves du musée archéologique de Thessalonique grâce à l'aquarelle exécutée en 1917 par le peintre Jean Lambert, aquarelle que vous voyez à gauche. Le cratère était présenté dans l'exposition à proximité de l'aquarelle. La photographie prise le 22 mai 1917 à Zaytenlik, Stavroupolis, au moment de l'ouverture du sarcophage A en présence du général Sarrail, était évidemment présentée dans l'exposition. On peut y voir le chartiste Léon Ray, qui est coiffé du chapeau colonial, aidé par 3 autres soldats, qui est en train de dégager le mobilier funéraire du sarcophage. Le général Sarrail est penché sur la fosse à droite. Le casque de bronze de type illyrien a déjà été déposé dans une caisse de bois visible sur le rebord de la fosse à gauche. Voici ce mobilier funéraire, ce qui est arrivé au Louvre, le casque de type illyrien, un hexaleptrone et l'épistomion en or qui scellait la bouche du défunt. À droite, 2 aquarelles de Jean Lambert, déposées à l'Institut de France en 1924 par Léon Ray et présentées dans l'exposition, bien sûr. On peut y reconnaître l'épistomion et l'hexaleptrone. Il y avait de nombreux supports didactiques sur les murs de l'exposition, des cartes, des textes trilingues, français, anglais, grec. Cette carte avait pour but, vous le voyez, de recenser pour le public toutes les provenances des œuvres présentées dans l'exposition. La deuxième section illustrait dans la continuité de la longue vitrine l'évolution de la Macédoine depuis l'âge du bronze récent jusqu'à l'époque archaïque. Nous souhaitions évoquer la sédentarisation progressive des populations migrantes, l'émergence d'une hiérarchisation sociale caractérisée par la nature des offrandes funéraires et des parures, la richesse de la Macédoine également, région convoitée par les cités du Sud en termes de colonisation et d'échanges commerciaux.
Nous avons ainsi présenté la tombe 28 de Syndos, tombe féminine, l'une des plus anciennes de la nécropole fouillée entre 1980 et 1982. Elle était présentée dans l'exposition comme un jalon chronologique avec la majeure partie de son mobilier funéraire. On pouvait observer la virtuosité du décor des éléments de parure, la maîtrise des techniques du filigrane et de la granulation vers 560, la profusion de l'or également dans la région, illustrée par la dimension des épingles et par la richesse du collier. La diversité des vases témoignait des échanges commerciaux avec l'Attique, Corinthe, Lyonie, et puis il y avait également cette présence intrigante d'un mobilier miniature en fer, telle ici une chaise et des chenets, révélant la croyance d'une vie dans l'au-delà. Nous avons eu le privilège de pouvoir présenter pour la première fois un choix d'éléments de parure en or, ainsi qu'une arme que vous voyez à gauche, des sépultures archaïques les plus riches, récemment mises au jour dans la nécropole d'Atrondiko de Janica, près de Pella. Toutes les œuvres, bien sûr, étaient en réserve, puisque les fouilles ont commencé en 2000. Elles ont illustré la générosité des fouilleurs Anastasia et Pavlos Chrysostomou. Le mobilier venait de 5 sépultures, 3 masculines et 2 féminines, autour du milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ. On pouvait observer la présence de l'or sur les armes offensives, vous voyez la garde et la poignée de l'épée en fer, et défensives, casque et cuirasse, ainsi que sur les vêtements. Feuilles d'or qui ornaient un gant et un plastron en cuir d'une sépulture masculine en haut à droite, diadème, épistomion, rosette, épingle, perles de collier, plaques pectorales et revêtements de chaussures en or d'une sépulture féminine en bas à droite. Il y avait également des masques d'or de 2 tombes, masques cousus sur un tissu, proches de la physionomie humaine pour la tombe féminine à gauche, ou enrichis par la présence de motifs estampés, des rosettes ici pour la tombe masculine à droite, dont le casque, l'ouverture du casque était soulignée par des bandes d'or lisses et estampées. Il y avait aussi le masque d'or et le casque de bronze de type illyrien de la tombe 115 de Syndos, vers 520 avant Jésus-Christ, accompagné du char miniature en fer dont la fonction eschatologique est vraisemblable. Ce casque était exposé à proximité du matériel d'Atrondiko, illustration de la tradition très présente en Macédoine, consistant à placer sur le visage des défunts les plus riches, hommes et femmes, un masque funéraire en or. La 3e section était consacrée à la royauté macédonienne d'Alexandre Ier à Alexandre III. C'était une section également chronologique. Le directeur du Louvre a choisi de confier la scénographie de l'exposition à des architectes extérieurs au musée. Cela n'avait pas été le cas depuis 10 ans. 16 cabinets d'architectes ont concouru. Aux 4 premiers, sélectionnés sur dossier, j'ai proposé de travailler sur cette section que la multiplicité des dimensions, des couleurs et des matières rendait complexe. Monnaie d'argent, parure d'or, vaisselle d'argent, de bronze, de marbre, d'albâtre, de verre, armes de fer ou de bronze, éléments architecturaux en marbre ou en terre cuite. Les lauréats, l'agence Céno de Nice, ont travaillé sur des matières muséographiques très épurées et sur la lumière. Vous voyez à gauche le dossier virtuel élaboré par les architectes, dossier sur lequel nous nous sommes appuyés, et le résultat final, avec au centre les éléments de parure de la dame d'Égée de Vergina, dominée par le portrait en marbre d'Alexandre de Pella, et au fond, un effet de trompe-l'œil engendré par l'agrandissement d'un dessin de Domais, afin de présenter l'ensemble des éléments architecturaux du palais d'Égée, entré au Louvre en 1862. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs cartes, en voici une autre, de l'expansion du royaume d'Alexandre Ier à Philippe II, pour familiariser le visiteur à la géographie historique de la Macédoine, sans conflit toutefois avec les œuvres, car relativement éloignées des vitrines. Il y avait plusieurs vitrines de monnaie dans les sections historiques. Une vitrine était donc consacrée aux principaux rois de Macédoine, d'Alexandre Ier à Alexandre III.
Ces monnaies venaient de Grèce ou appartenaient aux collections du cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France. Ici, des octadrachmes d'Alexandre Ier, le premier roi de Macédoine à avoir apposé son nom au revers de ses émissions, avec à gauche une monnaie trouvée sous le pavement de mosaïque de l'Amazonomachie de la maison du rapt d'Hélène à Pella, et à droite un exemplaire très rare par son iconographie, puisqu'il y a une présence d'un petit chien à la queue en panache entre les jambes du cheval. Il y avait donc la parure d'or de la Dame d'Égué, mise au jour en 1988, complétée par la présence des semelles en argent doré de la reine. Il y avait, à partir de cette section, véritablement une atmosphère royale qui a été sensible pour les visiteurs qui découvraient, après la richesse des sépultures de Syndos et d'Atrondiko, certaines offrandes funéraires et les éléments de parure des défunts de la dynastie des Théménides à Égée. Il y avait donc une montée en puissance volontaire dans le déroulement de l'exposition, fondée sur une succession d'émotions esthétiques sans cesse renouvelées. Nous avons eu la chance de pouvoir présenter 3 œuvres, dont vous en voyez 2 ici, de la tombe de Philippe II, le trépied de bronze, pour insister sur la notion de thésaurisation, et une des 2 énocoées d'argent, pour souligner la virtuosité des taureutes. Nous voulions faire comprendre aux visiteurs que ces œuvres royales correspondaient au plus haut niveau de la commande, qu'elles avaient été préservées grâce à la tradition funéraire macédonienne, puisqu'elles étaient certes conçues pour les rois et les élites, mais surtout que conçues ailleurs, elles avaient disparu car offertes aux dieux dans les sanctuaires ultérieurement pillés. Il y avait donc ce portrait d'Alexandre de Pella dominant la salle, ce portrait mis au jour à 6 km de Pella, identifié par la légère torsion du cou, l'anastolé de la chevelure, le regard dirigé vers le haut et enfoncé dans les orbites, un portrait posthume certes, mais peut-être très proche dans le temps de la mort du conquérant. Il y avait donc ce trompe-l'œil inventé par les scénographes, à partir d'un agrandissement de l'un des dessins de Daumet représentant l'idée qu'il se faisait du propylone monumental de l'aile orientale du palais, dessin publié en 1876. Il y avait un réel effet d'optique avec l'illusion d'un angle de mur, alors qu'il s'agissait d'un mur plein, grâce au prolongement des lignes de fuite du pavement et des assises pariétales. Les vitrines elles-mêmes étaient intégrées dans ce jeu de perspective, elles étaient donc dissymétriques et les montages étaient de travers, et donc vitrines non quadrangulaires. C'était un véritable pari pour nous, mais cet artifice visuel a permis de présenter de manière exhaustive tous les vestiges architecturaux du palais conservés au Louvre, éléments du grand ordre dorique, du grand ordre et du petit ordre ionique, petits fragments de parements des murs et des moulures, antéfixes et tuiles d'égout, en plus des fragments plus importants comme le chapiteau dorique que vous voyez à droite ou les éléments de chapiteau du grand ordre ionique que je vous ai présenté au début. En fait, les architectes ont beaucoup travaillé sur la lumière. Nous sommes ici au début de la vision qu'avaient les visiteurs de la 4e section qui était consacrée à la Macédoine hellénistique. Et vous voyez que la lumière incitait les visiteurs à poursuivre leur parcours avec, au fond de la galerie, les vantaux de marbre de la tombe de Palatitsa, fouillés par Euzet et Daumet en 1861 et qui, eux, correspondaient à la 7e section sur la religion et la mort. Voici quel était le plan de l'exposition. Alors en bas à droite, c'était la salle de la 3e section, mais vous voyez qu'on pouvait, sinon peut-être ne pas vouloir tout de suite aborder la 4e section, qui était ce petit couloir entre les 2 ailes symétriques, mais au contraire aller vers une pièce intermédiaire qui donnait, sur la gauche, qui donnait aux visiteurs la possibilité d'assister à la projection d'un film de 6 minutes consacré à la maison du Dionysos de Pella, présentant les vestiges conservés sur le site, les éléments décoratifs exposés dans le musée et la présentation en réalité virtuelle de la maison. Il avait pu voir dans la rotonde, donc à l'entrée de l'exposition, encore plus à gauche,
une copie de la mosaïque à l'échelle 1 en galets de rivière prêtée par la 17e éphorie et donc mosaïque de cette maison du Dionysos. Voici quelques détails de la représentation en réalité virtuelle de la maison du Dionysos, élaborée et financée sur mécénat par la Fondation du monde hellénique d'Athènes, sous l'égide d'Athanasios Sideris, avec la collaboration scientifique de Maria Lilimbaki Akamati. L'expédition d'Alexandre était peu évoquée puisque l'exposition était centrée sur la Macédoine antique qu'Alexandre a quittée à 22 ans pour n'y plus revenir. Son expédition n'était évoquée que par un texte trilingue et par le périple du conquérant, inscrit dans les limites du monde connu, alors selon Aristote. Ce panneau était placé à l'arrière de la vitrine, qui, par la présence notamment des 3 éléments de fer d'une sarisse retrouvée dans une sépulture à Vergina, illustrait les réformes militaires de Philippe II. Voici une vue de la longue vitrine de la 4e section sur la Macédoine hellénistique, avec des monnaies, avec les fragments rares de 2 boucliers de type macédonien, l'un mis au jour à Végora, à Mindéo de Florina, l'autre que vous voyez ici à droite dans le sanctuaire de Zeus olympien à Dion, qui évoquait donc les successeurs d'Alexandre, avec ici Basileos Démétriou, donc un bouclier appartenant à l'armée de Démétrios Poliorcète. Nous avions là encore, à titre de jalon chronologique, décidé et choisi de présenter l'ensemble du matériel funéraire de la tombe Zita de Dervénie, conservée au musée archéologique de Thessalonique. On sait que l'afflux de richesses en Macédoine, lié au retour des vétérans de l'armée d'Alexandre et attesté par le mobilier de leur sépulture vers la fin du IVe siècle et au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, était considérable. Nous avions donc voulu l'illustrer par la présentation du mobilier funéraire de cette tombe. Vous voyez ici la paire de boucles d'oreilles à nacelle, conjuguant avec brio les techniques de la granulation, du filigrane et du repoussé, palmettes flammées, rosettes, vrilles végétales, pendeloques en forme de vase, le collier en ruban et à pendeloque lancéolée, la bague en or au chaton ovale inscrit Kleitai d'Oron et une des bagues en or et sardoine. Voici, comme si nous avions avancé dans la galerie, le projet des architectes à gauche et la réalisation à droite, donc ces vantaux de marbre de porte de la tombe de Palatitsa, fouillés par Euzet et Domey, avec le ventail droit de la porte extérieure et en retrait le ventail gauche de la porte intérieure. Il y avait à partir de cet endroit de l'exposition une rupture puisque les 3 sections suivantes n'étaient plus chronologiques mais thématiques. Au fond à droite, vous apercevez 2 vitrines qui étaient consacrées respectivement à la société macédonienne et à la production artistique en Macédoine aux époques classiques et hellénistiques. Et donc, au centre, cet enclos funéraire, grande construction, comportant plusieurs vitrines sur la religion et la mort. Voici une vue de détail de la vitrine évoquant la société macédonienne, la vie intellectuelle, l'univers féminin, le monde masculin. J'ai sélectionné quelques exemples, ils étaient nombreux. Les visiteurs nous ont dit avoir été émerveillés par la virtuosité et l'état de préservation de ces œuvres. Comme cet écritoire de bronze du tombe bassiste de Stavroupolis, les compartiments pour les calames, les pains d'encre solide, l'encre diluée, donnaient l'illusion de pouvoir être encore manipulés. Le cartel, le texte accompagnant l'objet, expliquait que l'écritoire, une fois refermé, adoptait la forme d'un cylindre autour duquel le papyrus pouvait être conservé enroulé. Il y avait une impression de proximité, d'intemporalité. Des journalistes de l'émission de radio France Culture ont parlé un soir de magie, d'une atmosphère qui incitait au recueillement et d'une émotion rarement ressentie dans le cadre d'une exposition archéologique. Nombreux sont les visiteurs qui sont revenus plusieurs fois. Le bouche à oreille a remarquablement fonctionné.
La moyenne des visites a été supérieure à 2 heures, ce qui est beaucoup pour une exposition, qu'elle soit archéologique ou non. La composition du public, des spécialistes, des universitaires, des conservateurs, des étudiants, des professeurs de lycée et de collège, accompagnés de leurs élèves, des familles, beaucoup d'enfants de moins de 10 ans également, accompagnés de leurs parents et de leurs grands-parents, et puis beaucoup de Grecs. On parlait beaucoup grec dans l'exposition. Voici un autre exemple de cette tombe assiste féminine de l'époque de Cassandre, trouvée à Cédès. La défunte était placée sur une clinée chryséléphantine. Du riche mobilier funéraire qui l'accompagnait, nous avions sélectionné plusieurs bijoux d'or et une pyxide à vernis noir et à décor West Slope, tout particulièrement à cause de leur décor, tels les 2 colliers à pendentifs lancéolés sur le couvercle de la pyxide, proche de celui réel que les visiteurs avaient vu de la tombe Zita de Dervénie, ou le nœud d'Héraclès, le collier à nœud d'Héraclès terminé par des têtes de lion sur son fermoir. Cette figurine féminine en terre cuite, retrouvée dans un grand sarcophage monolithique de Néa Potidéa, l'ancienne Cassandrée, à proximité de la tombe macédonienne dite de Potidée, avec cette exceptionnelle préservation de la polychromie, sur la préparation blanche, la chevelure brune, le rouge des lèvres, du contour des yeux et des boucles d'oreilles, le rose du chitone, l'himation bleu à bordure rose. De la sépulture plus modeste d'Alikès-Kitrous, la nécropole sud de Pydna, la tombe 52, les bijoux et les boutons d'or du chitone qui se trouvaient avec les cendres de la défunte dans une pelliquée. Vous voyez les boucles d'oreilles en forme de griffon lion cornu, motif d'origine achéménide, l'anneau composé de 3 fils d'or torsadés se terminant en pattes de lion, avec une intaille pivotante en calcédoine bleu clair ornée de la représentation d'un chien de berger. L'univers masculin était illustré par une évocation du banquet avec de la vaisselle d'argile, de bronze et d'argent et des appliques de lit. Nous avons choisi de présenter notamment les 3 gobelets, la louche et la passoire d'argent du service de banquet qui accompagnait le défunt de la tombe Assiste II de Sévastie du tumulus Papa. Les 3 calices étaient disposés afin de permettre aux visiteurs de découvrir leur décor intérieur avec l'omphalos orné d'un buste de Ménade pour l'un, d'un buste de Satyre pour les 2 autres, ces 3 bustes en partie dorés, révélés progressivement par le convive lorsqu'il buvait. Plusieurs appliques de lit, vous en voyez une à droite, dont l'un des grands fulcras de Pella, produit par un atelier local dans la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et nous avions demandé à la Fondation du monde hellénique, pour reconstituer les salles de banquet de la maison du Dionysos, de s'inspirer des objets que les visiteurs pouvaient retrouver dans cette vitrine. La 6e section était consacrée aux arts en Macédoine, production macédonienne locale ou œuvres importées. Les œuvres étaient alors présentées en fonction de leur domaine de création, sculpture en pierre, marbre ou poros, figurines en terre cuite, œuvres de bronze, bijoux, d'or, objets en verre, ivoire. En voici une petite sélection. C'est par ce couronnement d'édifices funéraires en poros fouillé à Dervénie, l'ancienne Léthé, en 1998, que nous avons pu évoquer la polychromie des œuvres sculptées. Cette pierre d'environ 200 kilos, plus épaisse que large et haute, ornée d'une palmette, de tiges végétales, d'un culot d'acanthe en partie basse et de fleurs liliacées, se trouvait en façade au-dessus de la porte d'entrée d'un monument circulaire. Et vous le voyez, elle conserve encore une riche gamme chromatique. La palmette se détache sur le bleu soutenu du fond. Il y a du bleu ciel, du rouge, du rose, du mauve, du blanc. Et au cœur de la palmette, un verre d'eau rarement préservé. Nous avions choisi pour évoquer la terre cuite ce danseur d'Amphipolis, personnage saisi dans l'accomplissement d'un pas de danse, pied gauche avancé, des crotales dans les mains.
Il vient de sauter, ce que révèle l'agencement des plis de sa tunique. Il est torse nu et coiffé d'une sorte de casque ou de bonnet phrygien avec un diadème qui lui ceint le front, évidemment en relation avec Attis qui avait un sanctuaire à Amphipolis. La finesse de l'argile, la délicatesse du modelé de cette grande figurine la rend atypique et engage à penser qu'elle n'avait peut-être pas été produite localement, qu'elle avait peut-être été importée, à moins qu'elle ait été l'œuvre d'un sculpteur venu en Macédoine, peut-être un sculpteur attique. Il y avait cet exceptionnel médaillon en bronze avec le buste d'Athéna, c'est une fonte en creux à la cire perdue, qui était le décor d'un char de parade, sans doute royal, retrouvé dans un secteur correspondant au palais hellénistique de Thessalonique, une œuvre virtuose, vraisemblablement produite par un atelier d'Élien vers le milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Athéna est reconnaissable à son égide, elle est coiffée de la tête de Méduse, aux yeux clos, à la bouche légèrement entr'ouverte. Vous observerez la plasticité des détails, notamment ceux de l'égide, qui rappellent le plumage d'un oiseau, ou ceux des chevelures qui semblent mêlées. Cette œuvre a véritablement troublé mes collègues modernistes. Sans un contexte archéologique clairement défini et avéré, nos collègues auraient proposé volontiers Benvenuto Cellini, une œuvre baroque ou même un bronze du sculpteur rude au XIXe siècle. Plusieurs des œuvres ainsi exposées invitaient les visiteurs à prendre conscience de l'importance pour l'histoire de l'art occidental des découvertes récentes de la Grèce du Nord. Quelques autres exemples, cet ascos d'argent au couvercle factice servant à des aspersions rituelles, ce sont deux vases qui proviennent de Dervénie. À droite, une énochoé de bronze à profil caréné, inspirée d'une forme archaïque étrusque, mais produite localement par un atelier macédonien sans doute royal, comme en témoigne l'alliage cuivreux d'apparence dorée à forte teneur en étain, près de 15%, particulièrement apprécié dans la région, ou le motif végétal de imitant une palme sur le point d'éclore. Pour l'orfèvrerie, les bijoux, nous avions choisi ce bracelet d'or à tête de bouquetin de la nécropole d'Evropos Kilkis, l'un des bracelets grecs les plus remarquables, retrouvé dans une tombe à ciste profanée dans l'Antiquité. La tige en croisillon d'or, dont vous voyez des détails, a été obtenue en soudant les points de contact de lignes en zigzag et les zones de soudure sont masquées par de petites sphères d'or. Nous avons évoqué évidemment aussi l'introduction majeure sous le règne de Philippe II du verre transparent incolore. Ce verre était légèrement verdâtre à cause de son épaisseur. Il pouvait être en effet fabriqué autour de verriers, comme pour la coupe Canthare à gauche, ou coulé selon la technique de la fonte à la cire perdue, comme pour la bague à droite, puisqu'il n'était pas encore soufflé. La coupe est le plus ancien exemple connu de coupe Canthare en verre transparent incolore. La bague à chaton ovale et lisse a été trouvée avec une bague similaire, mais en verre violet, dans une tombe à ciste. Ces bagues étaient vraisemblablement portées dans un contexte religieux par des prêtresses. Et vous connaissez l'importance de l'utilisation du verre transparent incolore dans le domaine des lits de banquets, des lits funéraires. C'est véritablement une révolution pour les lits chryséléphantins. Et nous avons pu présenter les petites plaquettes de verre incolore transparent qui protégeaient les petites scénettes d'or. Donc tous les éléments de verre et d'ivoire conservés des pieds de lit ou des lits de la tombe macédonienne du tumulus B de Korinos, près de Pydna. Nous avions également un prêt de 2 des têtes en ivoire consenti par Madame Romiopoulou. La 7e section, je vous l'ai dit, traitait de religion et de mort. Vous avez le projet des architectes à gauche, le résultat à droite. C'était donc une structure quadrangulaire centrale dans l'épaisseur de laquelle étaient ménagées plusieurs vitrines qui permettaient d'évoquer les divinités du panthéon grec vénérées en Macédoine, les rituels et les offrandes funéraires. Deux fenêtres ouvraient sur l'intérieur de la structure, occupées par des marqueurs de tombes, des stèles funéraires et un cratère à volute en marbre de Pydna.
parmi les œuvres majeures, figurait la tête de la statue de culte du sanctuaire de Déméter à Dion, plusieurs figurines en terre cuite également qui témoignaient de variantes religieuses locales, Athéna reconnaissable à son égide, mais portant un casque à cornes de bœuf, était vénérée à Péla sous une hypostase liée à la protection du bétail. Il y avait des vitrines pour les contenants cinéraires, comme ici la vitrine des hydries cinéraires d'Amphipolis, une vitrine pour des offrandes funéraires. Voici l'une des deux hydries cinéraires d'Amphipolis présentées, ayant conservé son couvercle de plomb. Les ossements prélevés sur le bûcher de la crémation étaient rassemblés donc dans des contenants cinéraires, larnaquès, cratères, hydries, pour illustrer, évoquer le rituel funéraire décrit par Homère. Cette hydrie était l'une des œuvres les plus émouvantes de l'exposition, à cause de son état de conservation exceptionnel, sans commune mesure avec l'état habituel des vases des collections de musées, manipulés durant des décennies, voire des siècles, restaurés souvent à plusieurs reprises. Le vernis noir brillant est ici intact, comme si le vase venait de sortir de l'atelier qui l'a fabriqué. Vous remarquerez également la pureté du motif autour du col du vase, cette très fine couronne de feuilles de myrte surpeinte à l'argile, avec encore des traces de dorure. Parmi les offrandes funéraires, plusieurs figurines d'Éros, de Péla. Éros figurait très souvent dans les sépultures, car liée bien sûr à Aphrodite, qui était protectrice des défunts, comme l'attestent de très nombreuses figurines d'Aphrodite. Vous en avez un exemple en bas à droite, retrouvé dans les tombeaux. Vous avez à gauche le petit Éros endormi, vraisemblablement d'une tombe d'enfant, du dernier quart du IVe siècle avant Jésus-Christ, et à droite, un petit groupe fragmentaire d'Éros et de Psyché retrouvés dans l'un des ateliers producteurs de l'agora de Péla, détruit par le tremblement de terre du début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il y avait également cette protomée féminine, découverte avec 17 autres protomées dans une tombe de la nécropole hellénistique d'Amphipolis. Sans doute la représentation d'une divinité chtonienne, protectrice de la défunte qu'elle avait accompagnée dans la tombe, ou d'une divinité liée à la fertilité, symbole de renaissance. Vous remarquerez le trou de suspension sur la tête, l'œuvre pouvait être accrochée à une paroi. La figure est vêtue d'un péplos et d'un himation relevé sur la tête, la chevelure est en partie dissimulée par un bandeau d'étoffe. Sur une préparation blanche, le rouge de cette chevelure, le rouge des lèvres, du collier et des plis des vêtements, le noir des sourcils, des cils et des yeux sont remarquablement conservés. La couleur est si bien préservée que l'on peut suivre la direction du regard. La figure paraît ainsi intériorisée comme isolée du monde. La dimension eschatologique était donnée par la couleur et nous l'avons souvent perdue. Nous avons évoqué les cultes à mystère en choisissant de présenter la feuille d'or de Péla, inscrite au nom de Posidipe. Cette feuille d'or, de laurier ou de myrte, avait été déposée dans une tombe de la nécropole orientale de Péla, afin de rappeler que le défunt était sans doute le myste d'un culte orphico-dionysiaque que son initiation devait préserver dans l'au-delà. Cette couronne d'or de feuilles de lierre et de corymbe, d'Apollonia, appartenait peut-être à un prêtre de Dionysos. Les couronnes d'or, de bronze doré ou végétales, n'étaient pas nécessairement funéraires, on le sait, et pouvaient être portées lors de célébrations par des prêtres, par des participants à des initiations et également lors de banquets. Cette couronne de feuilles de lierre était exposée avec une couronne de feuilles de chêne et une couronne de myrte en fleurs, de typologie plus fréquente. La 8e section était consacrée à la Macédoine antique sous domination romaine. Une nouvelle rupture était introduite ici. Cette section était à nouveau chronologique depuis la défaite de Persée à Pydna en 168 avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque de Galère.
les architectes avaient proposé d'installer les œuvres de marbre, ronde-bosse, reliefs, inscriptions, de part et d'autre d'une longue galerie, en jouant à nouveau sur la lumière. Les œuvres étaient seules éclairées, ainsi que leurs cartels, et vous voyez à l'extrémité de la galerie, baignant dans une atmosphère lumineuse, qui les mettait en valeur, les piliers sculptés de la colonnade dite des Encantadas, des Enchantées. Et au premier plan à droite, vous avez la statue assise du théâtre de Philippe qui avait été mise au jour en 1861 par Euzet et Daumet. Voici quelques exemples avec les portraits d'Agrippine l'Ancienne, de Dion, de la maison du Dionysos, de la première moitié du 1er siècle, ou de Septime Sévère, portrait exécuté localement, retrouvé à Thessalonique et daté de 196-200. Tous les regards étaient alignés, quelles que soient les proportions et l'état de conservation des marbres. Cette horizontale virtuelle, non perceptible, calmait l'espace et autorisait la juxtaposition d'œuvres petites ou grandes, fragmentaires ou non. Il y avait des portraits de divinités, des portraits impériaux, des portraits funéraires ou honorifiques. Vous voyez ici quelques exemples venus du Sébastéion de Calimvia en chalcidique, mis au jour en 2004, un portrait posthume d'Auguste à gauche et le portrait de Flavia Mista, dont la date dans la deuxième moitié du 1er siècle était attestée par sa coiffure, mais également par l'inscription qui a été retrouvée par le fouilleur et qui donnait le nom des bienfaiteurs du sanctuaire, Flavia Mista et ses enfants, et la date de 86 après Jésus-Christ, qui mentionnait également l'érection des statues des bienfaiteurs, des statues de leur génos, dans le sanctuaire. Du sanctuaire de Sérapis et d'Isis de Thessalonique, cette grande tête d'Isis aux boucles libiques qui est associée à la statue de culte d'époque romaine de la déesse vers le milieu du IIe siècle, et puis des reliefs votifs offerts, on le sait, dans les sanctuaires des divinités égyptiennes en remerciement ou en prière, avec des oreilles et des empreintes de pas qui ont beaucoup intrigué les visiteurs aussi, en lien avec l'épiphanie des dieux, ceux qui écoutent, et Pekoi. Vous avez aperçu à côté de Septime Sévère ce portrait funéraire de petite fille, peut-être d'un atelier tasien du début du IIe siècle, avec une expression maussade, sérieuse, qui va dans le sens d'un portrait funéraire, et surtout cet agencement très élaboré de la coiffure en côte de melon et large chignon, et le riche bijou de raie composé de pierres et de perles. Il y avait enfin, en bout de galerie à droite, un pilier hermaïque attique de Thessalonique, produit en Attique, importé en Macédoine, qui témoignait de la richesse des élites locales durant l'époque impériale. Vous remarquerez la finesse du traitement. Il semblerait que le pilier ait été détourné de sa fonction honorifique pour devenir un marqueur de tombe. Il avait un autre sens pour nous également, et surtout pour les architectes. Vous voyez que ce pilier mesure 1,88 m de hauteur, et ce sont ses yeux qui déterminaient la ligne virtuelle pour tous les autres portraits présentés. Et donc, dans le dernier grand espace était évoquée la colonnade des Encantadas de Thessalonique, datée du milieu ou du troisième quart du IIe siècle de notre ère. Les fragments sont conservés au Louvre, 4 piliers sculptés sur 2 faces de personnages mythologiques, 5 chapiteaux dont 2 étaient présentés, un bloc d'architrave présenté, 2 blocs de frise, un présenté, emportés en 1865 par Emmanuel Miller sous l'égide de Napoléon III. Il y a eu une très importante restauration qui a duré plusieurs années et qui a permis également une nouvelle étude approfondie du dossier par Michel Sève et Patrick Weber, fondée en partie sur la comparaison des chapiteaux avec des éléments architecturaux du Forum de Philippe. On peut voir ici les faces nord de 2 des piliers, une Ménade Aulette et Dionysos. Les architectes scénographes avaient repris le principe de la 3e section en agrandissant un dessin de la colonnade exécuté vers 1687 lors de la mission de Gravier d'Autière.
Voici le dessin anonyme de la mission Gravier-Dautière à gauche, et vous avez en haut à droite une aquarelle de Fauvel avant la fin du XVIIIe siècle, en main privée, qui appartient à une collection suisse et qui montre la colonnade lorsqu'elle se trouvait encore dans le quartier séfarade de la ville basse de Thessalonique. On sait aujourd'hui qu'il s'agissait non pas d'une galerie, mais d'une colonnade, délimitation à claire-voie entre deux espaces ouverts. La dernière section présentait la genèse antique de la légende d'Alexandre le Grand. Dans les deux dernières vitrines de l'exposition étaient rassemblées autour de la statuette d'Alexandre Pan découverte à Pella des copies hellénistiques et romaines en marbre et en bronze du souverain, des types de l'Alexandre à la lance, de l'Alexandre Ctistès, des témoignages aussi du renouveau du culte du conquérant et de sa famille dans la seconde moitié du IIe siècle de notre ère et jusqu'au deuxième quart du IIIe siècle de notre ère. Bloc d'orthostate du terrain Varela au nom de Thessaloniké, Nikétéria, médaillon en or. Voici les deux échos conservés au Louvre de l'Alexandre à la lance de Lysippe, une petite statuette de bronze trouvée en Basse-Égypte et entrée au Louvre en 1852, écho non pas de l'œuvre de Lysippe, mais de l'adaptation de l'Alexandre à la lance dans un univers égyptien, puisque cette œuvre qui est émoussée aujourd'hui, mais qui est exceptionnelle et qui témoigne de la virtuosité de son artiste, présente sur le sommet de sa tête, présente un orifice qui a été compris lorsque la statuette a été rapprochée du tondo découvert à Antinoopolis, un tondo du IIe siècle de notre ère, représentant deux dignitaires égyptiens, et donc la statue en petit format est présentée entièrement et porte sur la tête une coiffe égyptienne. Nous avons pu reprendre le dossier avec mon collègue égyptologue du Louvre, Marc Etienne. Cette coiffe égyptienne est la coiffe Atef, la coiffe de la légitimation. Et donc, sans doute, cette œuvre, cette petite statuette, est-elle l'écho d'une création voulue par les Ptolémées pour légitimer leur filiation et vraiment leur présence comme pharaon d'Égypte. Donc une œuvre syncrétique, une icône qui était lisible à la fois par un grec, puisqu'il y avait référence à l'Alexandre à la lance, et lisible par un égyptien, puisqu'il y avait référence à la coiffe pharaonique Atef. Et puis à droite, autre écho de cet Alexandre à la lance, trouvé en 1779 dans la villa des Pisons à Tivoli. Sur le fût, il est inscrit Alexandre, fils de Philippe, macédonien. Et puis, les visiteurs voyaient en tout dernier ces médaillons d'or du trésor d'Aboukir à gauche, conservé au musée archéologique de Thessalonique avec le buste d'Olympias, et de Tarse à droite, 3 médaillons qui présentent pour 2 d'entre eux Alexandre, une fois avec la léonté d'Héraclès, une fois avec le diadème du souverain hellénistique, et en bas le buste de Philippe, médaillon de Tarse conservé à la Bibliothèque nationale, au cabinet des médailles. On sait que ces médaillons proviennent d'un trésor enfoui probablement vers la fin du règne de Gordien III, 238-244. Ces médaillons avaient été conçus dans un atelier de Grèce du Nord pour exalter la mémoire de la dynastie macédonienne dans une période où les empereurs Caracalla et Sévère Alexandre se présentaient comme les continuateurs du conquérant. Ces médaillons récompensaient les vainqueurs de concours agonistiques organisés à l'occasion de séjours impériaux, d'où le nom qu'on leur donne parfois de Nikétéria. Le catalogue de l'exposition, nous l'avons élaboré pour respecter le déroulement même des présentations en 9 sections, donc commandant des textes généraux, les notices sur les œuvres présentées par section, avec une abondante bibliographie également, et la présentation synthétique de 43 sites archéologiques de Grèce du Nord. Le catalogue que nous avons vraiment conçu et fait en relation étroite avec le musée archéologique de Thessalonique, Polixénie Adam Veleni et toute son équipe, a
rassemblé 93 auteurs, dont 74 grecs, directeurs de musées et d'éphories, universitaires, archéologues et 19 Français. Tous les auteurs sollicités par nous ont accepté de collaborer à ce projet. Parmi ces auteurs, il est très difficile de citer, il y a M. Hatzopoulos qui est dans la salle aujourd'hui, et puis des membres de l'École française d'Athènes, Arthur Muller, Marie-Françoise Billot, Yvette Morisot, Anne Jacquemin. Nous avions demandé également un texte à Anne-Marie Guimier-Sorbet, et puis bien sûr il y avait comme auteurs les conservateurs et les ingénieurs d'études du département des antiquités grecques et romaines du musée du Louvre. Nous avions organisé un colloque conjointement avec l'ARSCAN de l'Université de Nanterre, le Louvre et l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art. Ce colloque a eu pour sujet la Macédoine du VIe siècle à la conquête romaine, formation et rayonnement culturel d'une monarchie grecque. Nous avons eu une couverture médiatique extrêmement importante de la presse écrite et de la radio, tant grecque que française, initiée par un voyage de presse qui s'est déroulé sur 3 jours, organisé par le Louvre et l'Office de tourisme de la Grèce à Paris en juin 2011. Nous avons pu les recevoir, leur présenter les principaux sites et les musées, et c'était des 9 journalistes du Monde, de Libération, de Paris Match qui ont ensuite couvert l'exposition. Tous les articles parus ont été positifs, certains ont même été pour nous magnifiques, extrêmement sensibles. Ils nous ont comblés car on ne sait jamais, quand on travaille sur une exposition, si celle-ci rencontrera son public et sera reçue favorablement. Ces articles ont dit et ont confirmé qu'il fallait continuer à regarder la Grèce autrement. Les œuvres grecques rassemblées au Louvre ont été vues par 270 000 visiteurs. C'est considérable pour une exposition archéologique. Ces œuvres ont rappelé ou fait découvrir l'importance de l'art grec aux sources de l'art occidental. Quelques mots sur les perspectives, puisque nous souhaitons prolonger la collaboration entre Grecs et Français. Le Louvre sera présent à Thessalonique à partir du 12 octobre de cette année pour des expositions en lien avec les 5 musées, les 5 M, les Pandémies. À l'origine de ce projet, une proposition d'Henri Loirette dès la fin de l'année 2005, en remerciement de cette exposition antique que nous allions préparer. Cette exposition ont été organisée symboliquement, non pas par les antiquisants, mais par les départements modernes du Louvre. Département des arts graphiques en collaboration avec le Telloglione, l'artiste face au mythe de la Grèce antique, seront présentés près de 80 dessins du musée du Louvre, des XVIe au XVIIIe siècle, de véritables merveilles qui ne sont jamais exposées. Le département des sculptures travaille avec le musée archéologique de Thessalonique pour une exposition sur le thème autour des portraits à l'antique des philosophes des Lumières. Le département des objets d'art avec le musée de civilisation byzantine pour présenter le reliquaire de la vraie croix provenant de Jaucourt, une œuvre mais qui trouvera toute sa valeur en étant présentée dans cet écrin que représente le musée de civilisation byzantine. Et puis 2 expositions également touchant les musées d'art contemporain. Nous avons l'ambition, l'espoir de traduire le catalogue en grec puisque nous avons le soutien connu maintenant de la Fondation Kostopoulos pour le faire, et nous souhaitons, à l'initiative d'Alexandre Farnou, prolonger les études engagées sur le service archéologique de l'Armée d'Orient avec tous les acteurs concernés. Vous l'aurez compris, cette aventure a été une aventure collective, une synergie exceptionnelle, une exposition que nous avons travaillée ensemble, de bout en bout. Et si j'avais un regret à formuler, ce serait d'avoir, moi, conservateur du Louvre, été au Louvre durant les 3 mois d'ouverture de l'exposition et d'avoir pu tous les jours, ou presque tous les jours, observer les visiteurs. Et j'ai pu comprendre la réalité d'une expression française. Ces visiteurs, sortant de l'exposition ou présents dans l'exposition, avaient véritablement les yeux emplis d'étoiles. Je vous remercie.